Le mot français de paragone est issu de l'italien paragone, qui renvoie à la notion de comparaison. Les historiens de l'art en font usage pour désigner la manière dont les artistes du XVe et du XVIe siècle en particulier, d'abord en Italie, puis dans le reste de l'Europe, comparent les arts les uns avec les autres, en discutant de leurs mérites, de leurs défauts respectifs, et en tentant d'y établir une hiérarchie. Le savant florentin Benedetto Varchi va jusqu'à envoyer des lettres aux principaux artistes de son temps, des peintres comme Agnolo Bronzino, Jacopo Pontormo ou Giorgio Vasari, ou des sculpteurs comme Benvenuto Cellini, Francesco da Sangallo, Giovanni Battista del Tasso et Niccolò Tribolo, afin de leur demander leur avis sur cette question de la comparaison des arts du paragone, avis qu'ils synthétisent dans un discours publié en 1549. Ces débats tournent autour de 5 questions principales. La première est la tridimensionnalité. Pour les partisans de la sculpture, celle-ci est supérieure car elle peut montrer la même figure sous différents angles, alors que la peinture doit faire appel à l'artifice de la perspective. Certains artistes, toutefois, ont cherché à répondre à cette critique. Ainsi, dans cette estampe qu'il grave en 1616, d'après une invention d'Hendrik Holsius, censée allégoriser le thème de la vue, Jan Peter Sandredam montre une Vénus sous 3 angles, celui que peut admirer le spectateur, celui que l'on voit dans le reflet du miroir, et celui qu'exécute le peintre dans son tableau. La deuxième question est la difficulté. Pour les défenseurs de la sculpture, leur art est supérieur car il demande un effort physique, ce qui n'est pas le cas de la peinture. Les peintres leur rétorquent que précisément, la peinture est supérieure parce qu'elle ne demande pas d'effort physique, étant uniquement concentrée sur une conception idéale et intellectuelle de l'art. C'est d'ailleurs autour de cette troisième question, celle de la dimension intellectuelle et donc libérale de l'art, que tournent aussi ces débats du paragone. La quatrième question est la couleur. Les critiques de la sculpture lui reprochent sa monochromie. On ne découvrira qu'au début du XVIIIe siècle que les statues antiques étaient initialement peintes et qu'elles ont perdu leur polychromie au fil du temps. Mais les partisans de la sculpture renversent l'argument. La sculpture est certes blanche, mais par cette blancheur presque abstraite, leur art est aussi plus pur, puisqu'il ne cherche pas à imiter la nature dans sa pure visibilité, mais en tire les formes les plus parfaites. Cette question de l'imitation de la nature est d'ailleurs la dernière qui est généralement évoquée dans les querelles du paragone. Mais au-delà de ces débats, où aucun argument ne parvient à l'emporter, vous le voyez, les enjeux sont ailleurs. Ils tiennent d'abord à la manière dont on définit ce qu'est un art. Un art doit-il se définir parce qu'il le rapproche des autres arts, ou au contraire parce qu'il lui est propre et le distingue des autres arts? Dans le premier cas, l'art par excellence est de ce fait le dessin, dont Giorgio Vasari explique qu'il est, je cite, « le père de tous les arts ». Que l'on soit un sculpteur, un peintre, un graveur ou un architecte, il faut en effet savoir dessiner et concevoir mentalement son projet, qui sont les 2 sens du mot italien de disegno, que l'on retrouve également dans le mot français de dessin, qui jusqu'au XVIIIe siècle s'écrit la plupart du temps avec un E. En revanche, dans le second cas, c'est la tridimensionnalité et la blancheur qui constituent les propriétés intrinsèques de la sculpture, quand la bidimensionnalité et la couleur caractérisent en propre la peinture. Autant d'arguments qui encourageront un théoricien de l'art comme Roger de Pile à expliquer au XVIIe siècle que Peter Paul Rubens est un peintre supérieur à Nicolas Poussin parce qu'il est simplement un meilleur coloriste. Notons toutefois que ces débats n'ont pas empêché les artistes des différentes techniques d'entrer en émulation les uns avec les autres, en montrant qu'ils pouvaient transcender les supposées limites techniques de leur art. Ainsi, quand Agnolo Bronzino peint le corps du Christ comme s'il s'agissait d'une statue aux formes et aux proportions parfaites, il essaie d'entrer en émulation avec la beauté presque abstraite de la Pietà de Michel-Ange. Au contraire, quand dans son Persée et Andromède, Benvenuto Cellini fait tendre le bras du personnage dans le vide, en prenant le risque que ce bras ne se brise sous son propre poids, il fait œuvre de maestria technique, mais montre aussi que la sculpture peut imiter les procédés et les effets de la peinture, comme le fera un demi-siècle plus tard le Bernin dans ses marbres.